Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk, bonjour à vous toutes et tous. A-t-il été pourchassé parce que juif? Est-ce bien plus qu'un fait divers? Ces questions se posent après la mort de Jérémy Cohen en février dernier. Ce jeune homme atteint d'un léger handicap mental qui a été percuté par un tramway à Bobigny en essayant d'échapper à une bande, selon une vidéo qui a beaucoup choqué et ému. Pour l'instant, Fabien Roussel, la prudence commande. L'enquête se poursuit, mais comment vous réagissez? D'abord, je pense à sa famille effondrée par ce drame et qui a dû déployer tous les moyens pour recueillir des témoignages, une vidéo notamment, qui permet de réouvrir l'enquête. Ensuite, je voudrais dire que l'antisémitisme est un véritable poison dans notre République. Il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites en progression tous les ans. Oui, c'est un véritable poison et effectivement, c'est une circonstance aggravante, terrible. Et je souhaite que toute la lumière soit faite pour connaître les motivations de cette agression. Et une agression qui a certainement conduit à ce qu'il se sauve et qu'il se fasse percuter par ce tramway. Mais en même temps, je ne voudrais pas rendre la justice et faire justice à la place de la justice qui doit, sur la base de cette vidéo, sur la base de témoignages, sur pourquoi cette agression, quelle motivation à cette agression, est-ce qu'effectivement c'est un acte antisémite et qui est une circonstance aggravante? Toute la lumière doit être faite. Et au-delà de cette terrible affaire, Fabien Roussel, il y a un problème en France quand il s'agit de dire les choses, de nommer les crimes antisémites. On a tous en tête évidemment l'affaire Sarah Halimi. Est-ce qu'on a du mal, certains ont du mal à le dénoncer, à le nommer, à faire les liens aussi avec l'islamisme? Mais pour certains, c'est difficile, oui. Ça ne l'a jamais été pour moi, je l'ai toujours dit clairement, et pour en parler avec différents interlocuteurs concernés, et je le redis, dans notre société, dans notre République, les actes en direction de nos concitoyens de confession musulmane, les actes d'agression antisémite n'ont jamais été autant élevés. Il faut pouvoir le dire, combattre ce racisme, combattre cet antisémitisme, y mettre des mots, renforcer la loi comme je l'ai proposé pour que des responsables politiques qui pourraient tenir des propos racistes ou antisémites soient sévèrement condamnés, y compris par une peine d'inéligibilité. Je suis moi véritablement et pour mettre des mots et pour renforcer les condamnations pour racisme ou pour antisémitisme. Cette affaire, juste encore un mot, c'est important, Fabien Roussel, a eu du mal à être médiatisée. Parmi les candidats, c'est Éric Zemmour qui en a parlé, sollicité, je le précise, par le père de la victime. Est-ce que pour vous, le candidat a eu raison de le faire quand certains dénoncent une récupération politique? Quel est le plus important? D'en parler, de le dénoncer comme vous faites ce matin? Je ne ferai pas de commentaires sur la récupération ou pas. Vous-même, vous m'interrogez et je suis amené à m'exprimer dessus. Moi, ça me paraît naturel de vous interroger à ce sujet. Je sais, j'ai vu que la famille regrettait que cette vidéo soit vue par tout le monde aujourd'hui, mais c'est effectivement douloureux de revivre ça et que tout le monde puisse le voir en même temps. En même temps, ça met une réalité cruelle sur une agression de ce type qui pourrait être effectivement un caractère antisémite, ce qui est extrêmement grave, qui est un caractère aggravant. Alors, que vous dire, si ce n'est que de rappeler avec fermeté, et je le fais en tant que candidat à l'élection présidentielle, en tant que candidat, que tout acte antisémite, toute expression antisémite à caractère raciste ou antisémite est à condamner avec la plus grande fermeté. La République, c'est l'égalité. L'égalité, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, vivons ensemble. Et plus largement, Fabien Roussel, ne pas se taire, nommer les choses vous-même, quitte à essuyer souvent des attaques et des critiques, vous le faites. Je me souviens de lorsque vous avez rendu hommage à Charlie Hebdo, en présence notamment de Caroline Fourest et d'autres. De quoi est-ce que c'est le révélateur? Vous êtes toujours défendu en disant c'est tout à fait normal que je le fasse. C'est révélateur de débats qui existent dans la société, qui existent aussi à gauche, de la part de certains qui veulent mettre des adjectifs, des adverbes
derrière le mot laïcité. La laïcité, oui, mais. La liberté d'expression, oui, mais. Et c'est ce que je retiens, c'est ce que j'ai entendu, notamment de la part des échanges que j'ai eus lors de cette soirée hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo, qui ont subi un attentat de la part d'islamistes, djihadistes, qui les ont tués, voilà, à cause des caricatures qu'ils ont fait dans leur journal. La liberté d'expression totale, entière, rien que la liberté d'expression, nous devons la défendre en France comme la prunelle de nos yeux, car c'est aussi au nom de cela que Samuel Paty, enseignant, a été décapité. Un enseignant dans une école de la République a été décapité. On l'oublie aussi trop souvent. Et il faudrait quoi ? Il faudrait dire, on n'enseigne plus la liberté d'expression, on lui met des parenthèses dans nos écoles, parce que l'on a peur, mais c'est leur donner raison. Alors non, jamais. Je souhaite la défendre, la préserver, la bichonner, protéger nos enseignants, protéger les dessinateurs, les journalistes, les créateurs, parce que et puis protéger celles et ceux qui croient, qu'ils croient, qu'ils n'y croient pas. Nous vivons ensemble, et bien souvent, bien ensemble. Alors, préservons véritablement cette force de notre République. Voilà. J'en viens, Fabien Roussel, à la guerre en Ukraine et à ses conséquences après le choc profond des images hier. Les condamnations se succèdent, crimes de guerre et même génocide, a dit le président Zelensky. Votre première réaction a été de dire, Fabien Roussel, qu'il faut une enquête de la Cour pénale internationale. Qui imagine qu'on va aller chercher Poutine dans un pays avec l'arme nucléaire ? L'enquête est nécessaire. Mais qui imagine qu'il pourrait passer... Est-ce que vous l'imaginez devant un tribunal international avec la capacité de ce pays d'avoir l'arme nucléaire ? Mais une enquête internationale est nécessaire d'abord. D'abord, ces images sont effroyables. Elles nous glacent le sang. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons l'impression que l'humanité n'a rien appris du XXe siècle et de ses horreurs. C'est terrible pour tous de voir des corps d'hommes et de femmes, a priori, apparemment, assassinés arbitrairement. Parfois, certains torturés, une balle dans la nuque. Mais c'est le pire de ce que l'on a déjà vécu. Ça se renouvelle. Oui, une enquête internationale, avec la Cour pénale internationale qui a été créée, d'ailleurs, pour ça, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce que condamner... Ma question, c'est pour quel objectif après ? C'est-à-dire pour une condamnation les auteurs jusqu'au plus haut commandement. Et donc, Poutine, c'est lui interdire de sortir de son pays. Ça veut dire ça, au final. Ça veut dire que tous ceux qui sont signataires de ce traité, de cette Cour pénale internationale, ont le droit de Rappelons que la Russie ne l'est pas, les États-Unis ne le sont pas également. D'arrêter dans l'Union européenne, et nous qui vivons sur le continent, nous le sommes quasiment tous, eh bien ça nous permet de l'arrêter et de les lui, d'autres, des généraux, de les empêcher de circuler. Vous dites au moins. Poutine est définitivement banni du concert des nations, c'est fini. Même après la guerre, on ne pourra plus jamais, moi au pouvoir, discuter avec lui. Non, mais c'est cette enquête c'est pour ça qu'il faut aussi garantir. On ne peut pas dénoncer les atteintes au droit international sans faire respecter le droit international. Le faire respecter, c'est aussi faire confiance aux institutions internationales. Sinon, nous-mêmes, nous sortons du droit. Je vais vous dire autre chose. La liste des oligarques russes. Poutine, dirigeant, a réuni 37 milliardaires, oligarques, à quelques mois, quelques semaines de sa décision, pour les informer de ce qu'il allait faire. Ses proches, ses amis, 37. Eh bien, est-ce que vous trouvez normal que l'Union européenne est incapable de désigner ces 37 à l'unanimité, parce qu'ils ont des divergences entre seuls, aujourd'hui, 13 oligarques figurent parmi la liste de ceux dont on doit geler les avoirs. Parce que il y en a qui tergiversent et qui ont la main qui tremble. Eh bien moi, président de la République, demain, président de l'Union européenne, je demanderai la transparence des votes de tous les pays de l'Union européenne pour ou contre des sanctions contre ces 37 oligarques. Mais jusqu'où irez-vous, Fabien Roussel ? Parce que là, vous avez vu que l'embargo total sur les énergies russes, de nouveau, il est mis sur la table. Les Allemands semblent bouger, soyons prudents. Compte tenu des conséquences pour leur peuple, ça va être très important. Mais justement, je ne prendrai pas de décision
qui pourrait avoir des conséquences dures et terribles pour le pouvoir d'achat des Français, pour la vie des Français, de nos entreprises. Soyons clairs, donc après ces images, même, vous dites l'embargo total, mais je préfère qu'on aille taper au porte-monnaie les oligarques et les amis de Poutine, car nous ne sommes pas allés au bout. Il y a ces 37 oligarques dont seulement la moitié aujourd'hui ont vu leurs avoirs gelés. Je demande à ce que l'on aille au bout. Il y a ces passeports citoyens européens, les Golden Passports, que des pays de l'Union européenne accordent à des oligarques russes en échange d'argent. J'accuse Chypre, membre de l'Union européenne, à qui offre des passeports à hauteur de 2 millions d'euros. En échange de 2 millions d'euros, vous pouvez avoir un passeport chypriote et donc devenir citoyen européen, planquer votre argent dans les banques chypriotes en toute opacité, et l'argent continue d'être blanchi, de tourner, et nous, on va demander aux Français, serrez-vous la ceinture, chauffez-vous moins, on va se priver du gaz russe, mais privons d'abord ces oligarques russes de citoyenneté européenne. La citoyenneté, ça ne s'achète pas. Le candidat Roussel dit non. Si d'autres images, d'autres charniers sont découverts, non, l'embargo total sur les énergies russes n'est pas possible. On n'y arrivera pas avec vous, en tout cas au pouvoir. Je pense, mais prouvez-moi le contraire, que se priver du gaz russe du jour au lendemain, c'est engager l'Union européenne dans une grave récession économique. Je rencontre des Français, de nos concitoyens, qui déjà aujourd'hui, à cause de leur pouvoir d'achat faible, ont baissé leur chauffage. Comment feront-ils demain ? Et je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent, qui voient leurs factures être multipliées par 8, par 10, des factures de gaz, parce que les contrats arrivent à terme et donc ils doivent le renouveler pour 1 an, pour 2 ans. Mais ils me le disent. Ils me disent, si il n'y a pas une décision tout de suite, je ferme, je licencie. Donc vous voyez bien que la guerre qui se passe, la guerre horrible qui se passe aux portes de l'Europe, elle arrive dans le porte-monnaie des Français, elle arrive dans notre économie. Et donc nous devons protéger aussi et notre économie et le pouvoir d'achat des Français. Vous êtes un fervent partisan, défenseur de notre souveraineté énergétique et du nucléaire. Que répondez-vous ? C'est quand même des nuances, plus que des nuances, des différences fondamentales à gauche. Que répondez-vous, Fabien Roussel, à Yannick Jadot, qui a exactement la lecture inverse de la vôtre, affirmant qu'il faut désormais plus que jamais abandonner le nucléaire, privilégier les énergies renouvelables, énergie, dit-il, de liberté et de sécurité. Que lui répondez-vous ? Mais c'est une grande divergence que j'ai avec lui, comme avec Jean-Luc Mélenchon, puisque à gauche, je suis le seul à défendre un mix énergétique. Je dis bien un mix énergétique, c'est-à-dire investir autant dans les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, la géothermie, que dans les énergies nucléaires, au nom de notre souveraineté, de notre indépendance. Nous voyons aujourd'hui comment nous sommes dépendants du gaz russe. Cette dépendance est insupportable pour notre économie, mais en plus de ça, nous devons investir en France, relocaliser notre industrie, mais surtout, comme le rappelle le 3e rapport du GIEC, d'hier. Il le dit, c'est écrit en noir sur blanc, ce rapport nous dit la priorité. La priorité, c'est de sortir des énergies fossiles, sortir de l'ère du fossile, l'ère des dinosaures, l'ère du fossile. D'accord ? Le fossile, c'est le charbon et c'est le pétrole. Sortir du pétrole et du charbon. Il n'y a pas 15 000 solutions. Ça veut dire investir dans les renouvelables et dans le nucléaire, parce que les renouvelables ne compenseront pas toute la production d'énergie issue du charbon et du pétrole. C'est impossible. C'est une grande différence. Parce que nous serons là dépendants du vent et du soleil. Une entreprise, un hôpital, nos logements ne peuvent pas être dépendants du vent et du soleil. Nous avons besoin de produire une énergie stable, pilotable, décarbonée. C'est l'énergie nucléaire. Et donc, comme d'autres pays, d'ailleurs, je vois que la Belgique décide de relancer ces centrales. Effectivement, les Belges ont totalement sont revenus sur leur décision. Que d'autres pays disent, eh bien maintenant il n'y a plus à tortiller, il n'y a plus le choix, on va investir dans la production d'énergie nucléaire. La Grande-Bretagne fait le choix de construire des EPR, mais arrêtons. Donc vous dites que vous êtes dans le sens de l'histoire. Oui, il faut, pour pouvoir baisser les factures des Français, pour pouvoir baisser les factures des entreprises, pour pouvoir investir en France pour une industrie décarbonée. Une industrie décarbonée. C'est possible, c'est indispensable, et c'est le mix énergétique. Fabien Roussel, on va marquer une pause et continuer cet entretien avec Dimitri Mathieu. Juste une question, nous sommes à 5 jours du premier tour. Certains candidats affirment qu'ils sont le vote utile, d'autres le vote efficace, certains le vote vital. Et le vote Roussel, c'est quoi ? Il n'y a pas de citoyen inutile, il n'y a pas de vote
inutile, c'est terrible. Ça fait des années qu'on nous demande d'aller voter avec nos pieds, par défaut, avec une pince à linge sous le nez. Ça va. Heureusement que j'ai défendu pendant cette campagne des idées comme celles que vous venez d'évoquer, que je suis le seul à défendre à gauche. On a parlé de laïcité, de liberté d'expression, d'énergie, de pouvoir d'achat. Et il y a tant d'autres sujets où j'ai été le seul à gauche, à défendre cette souveraineté énergétique, alimentaire, industrielle. Eh bien, votez pour vous, votez justement efficace, utile, arrêtez de voter par défaut. Voilà. Le vote utile, c'est la double peine. Non seulement ça n'a rien changé, mais en plus on ne sait pas ce que va devenir son vote au second tour. Eh bien avec moi, c'est clair, donc votez Roussel, c'est voter utile. On va continuer à en parler. Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle, est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h. Quel temps fait-il au Québec ? -1 degré au pays de Mathieu Bocoté qui nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et il fait pas chaud chez vous en ce moment ? En janvier, il faisait -30 régulièrement. Ah, bah évidemment. Donc c'est un peu mieux. À vous l'honneur, mon cher Mathieu. Je précise juste que je ne suis pas le candidat que du Parti communiste français, puisque d'autres forces nous ont rejoints dans le rassemblement. Je pense à GRS, je pense à la Nouvelle Gauche Socialiste, je pense au MRC, les radicaux de gauche. Toutes ces formations de gauche ont fait le choix de soutenir et de s'engager dans la France des jours heureux que nous portons tous ensemble. Alors nous allons justement parler du rassemblement de la gauche. Est-ce que vous ne craignez pas d'être pour Jean-Luc Mélenchon ce que Christiane Taubira et Jean-Pierre Chevènement ont été pour Lionel Jospin en 2002. C'est-à-dire celui qui empêche la gauche d'accéder au deuxième tour. Alors que c'est possible, c'est à l'horizon. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, comme si, vous comparez cette période à l'issue de la gauche plurielle, le gouvernement Jospin. Le gouvernement Jospin a été sanctionné parce qu'il n'avait pas répondu à toutes les attentes. Et Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour. Du peuple et du monde du travail à cette époque-là, excusez-moi, malgré des efforts que nous avions faits, y compris avec des ministres qui ont mis le paquet à l'époque. Ouais. Je pense à Marie-Georges Buffet, à Jean-Claude Guesseau, à Michel de Messine. Et d'ailleurs, il y a eu un procès injuste qui a été fait à Chevènement et à Christiane Taubira sans regarder les causes profondes de ce désamour en direction de la gauche. Et moi, c'est la question que je pose. Pourquoi la gauche s'est tournée des classes populaires ? Pourquoi la gauche tourne le dos au monde du travail et au monde ouvrier ? Pourquoi la gauche tourne le dos même à la ruralité dans cette campagne ? Pourquoi j'ai été le seul à aller parler au monde rural, aux agriculteurs, aux villages. C'est ça le problème de la gauche aujourd'hui. Ce désamour, c'est que nous avons... une partie de la gauche a oublié cette France-là, cette France du travail, cette France des banlieues et des campagnes, alors que l'on doit leur parler plus que tout. Mais alors, là vous dites, pardonnez-moi, juste pour rebondir sur la question de Mathieu, là vous expliquez pour peut-être une des raisons du rétrécissement de la base électorale de la gauche. La question que vous pose Mathieu, c'est celle de l'émiettement des candidatures qui fait peser le risque d'une non-qualification au second tour. C'est ça que vous demande Mathieu précisément. Ma réponse à cette question, c'est que en 2012, par exemple, quand la gauche l'emporte, l'ensemble des forces de gauche représentent et cumulent 43-44% des résultats, et qu'aujourd'hui, ça en fait 25 mouillés. Donc, comment voulez-vous sérieusement dire, en plus, qu'il y a un vote utile, quand la gauche, elle pèse 25%. Elle n'est pas en capacité de construire l'adhésion d'une majorité de Français. Tellement elle a déçu, tellement elle n'a pas parlé aux classes populaires, tellement elle a oublié des combats. Je souhaite redonner cet espoir et reconstruire, justement. Vous menez une critique de fond, une critique, on pourrait dire, à moyen terme, une critique fondamentale de ce que devient la gauche, de ce qui est devenu la gauche. Il n'en demeure pas moins, vous en avez appelé tout récemment, vous avez dit, si Marine Le Pen ou Éric Zemmour sont au deuxième tour, évidemment que je fais barrage à l'extrême droite. Vous avez l'occasion de le faire dès le premier tour pour faire en sorte qu'aucun des deux, surtout Marine Le Pen, dans les circonstances, ne soit au deuxième tour. Un deuxième tour Mélenchon-Macron, c'est plus inspirant pour vous qu'un deuxième tour Macron-Le Pen?
Mais vous êtes en train de me dire que non seulement on n'a pas présenté de candidat à l'élection présidentielle en 2012, on n'en a pas présenté en 2017, ce qui n'a rien changé d'ailleurs. Il ne faudrait pas en présenter en 2022, et puis si on se revoit dans 4 ans, vous allez me dire, faut pas en présenter en 2027. Mais si vous voulez, je peux m'en aller tout de suite. Et les idées que je porte, les idées que je défends, celles dont on a parlé avec Sonia Mabrouk juste avant vous, cette originalité que j'ai défendue dans cette campagne, cette France des jours heureux, cette gauche heureuse, bienveillante, celle qui fait le choix d'aborder des sujets importants, fondamentaux, celle de l'électricité, notamment pour relever le défi climatique, celle de l'alimentation. J'ai encore entendu ce week-end Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, mais dire un bœuf, il faut 15 000 litres d'eau pour le nourrir quand même, c'est grave, sous-entendu, faut plus de viande. Mais que l'on mange moins de viande, c'est une chose, et je le dis, mais que l'on en mange de la française et qu'on permette à nos agriculteurs de produire en respectant la terre, l'animal et sur des systèmes herbagés en plein air et pas des fermes-usines et pas de l'intensif. Moi, je défends nos agriculteurs, un type de production, mais je ne dis pas interdiction oui. Du nucléaire, interdiction de la viande, interdiction ci, interdiction là. Il nous faut reconstruire une gauche populaire, généreuse, qui tient et les objectifs climatiques, mais qui respecte l'être humain et qui lui donne de la dignité. C'est ce combat-là que je souhaite porter. Vous revenez sur vos classiques de campagne qui vous ont bien servi. Excusez-moi, non, mais qui vous ont c'est la nouveauté, c'est la fraîcheur, c'est l'utilité de ma candidature. Et tous constatent que vous avez mené une campagne qui vous a permis de faire renaître le Parti communiste. Imaginons néanmoins, vous me pardonnerez, la politique, c'est quelquefois quand même se projeter, un deuxième tour possible, néanmoins, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Imaginons, puisque les sondages laissent croire que ça devient possible, une victoire de Marine Le Pen. Est-ce que vous considérez, dis-je, qu'il s'agit d'une victoire légitime, qu'elle serait une présidente légitime? Mais ça, c'est pas la politique qui se projette, c'est de la politique fiction. On n'a même pas fait le premier tour. Que Emmanuel Macron redoute lui-même. Vous faites le second et la victoire du second. Mais dites aux Français que c'est plus la peine d'aller voter. C'est pas la question que je pose. On pose la question de la légitimité d'une candidature. Écoutez, vous avez souhaité il y a quelques semaines. Il y a 2 tours à cette élection présidentielle. Et il y a une chose à laquelle je suis extrêmement attaché. Il y a un mot auquel je suis extrêmement attaché. C'est la liberté. La liberté de vote. La liberté de penser. La liberté. Nous sommes dans un pays démocratique. Oui. Est-ce qu'on peut tout simplement défendre la liberté de chaque citoyen, citoyenne, de pouvoir voter en fonction de ses idées, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent pour eux, pour leurs enfants? Même s'il s'agit de Marine Le Pen? Monsieur Côté, on parle du premier tour d'une élection présidentielle, un droit de vote conquis, justement, en 45, les communistes, ils sont pour quelque chose, parce que c'est un député communiste qui a défendu cet amendement. Les femmes ont pu voter pour la première fois en 46. La liberté de vote, le droit de vote, nous y sommes attachés plus que tout. Dans cette démocratie où il y a 2 tours pour une élection présidentielle, eh bien, j'appelle les Français à voter en conscience, pour celui dont ils se sentent le plus proches, pour les idées dont ils se sentent les plus proches, de voter pour eux. Ça fait des années que l'on vend aux Français le vote utile à coup de sondages, à coup d'émissions, à coup de propos comme ceux que vous tenez. Et donc aujourd'hui, on ne vote plus pour soi. On vote contre quelqu'un, pour le second tour, ou même en fonction du résultat du second tour que les sondages nous donnent. Mais c'est horrible. Certains me disent, faut interdire les sondages. Bien sûr que non, faut pas interdire les sondages. Mais quelque part, c'est tout ce qui nous guide aujourd'hui. Mais je souhaite, moi, qu'on soit guidé par cette liberté de vote que les Français adorent tellement. Et il y a une chose que ne supportent pas les Français, c'est qu'on leur dise ce qu'il faut voter. Alors ça, je peux vous dire, allez les voir. J'ai fait du porte-à-porte hier à Malakoff, dans un immeuble. J'ai rencontré un tiers des portes ouvertes. J'ai rencontré des Français indécis qui ne savent pas pour qui voter. Et avec qui j'ai eu une discussion intéressante sur tous les sujets. La retraite, j'ai rencontré un monsieur qui est éboueur, qui a fait toutes les périodes de confinement au travail, et qui dit, je vais partir en retraite avec 1400 €. Alors c'est beaucoup par rapport à d'autres, mais pour lui, qui a passé 40 ans derrière des camions poubelles, il dit, mais c'est une honte. Voilà les témoignages que j'entends. Pensez à ça. Pensez à eux, s'il vous plaît. Arrêtez de me dire, au second tour, ça va être ça. Non, je vous pose une question qui me semble importante. Fabien Roussel, je vous pose une question qui me semble importante.
importante, c'est est-ce que vous reconnaissez la légitimité du résultat du deuxième tour, même s'il s'agit d'une personne contre qui vous ferez barrage. Peu importe le résultat du deuxième tour, il est légitime? Mais on a des institutions, on a des règles démocratiques que je souhaite changer pour améliorer notre République. Mais aujourd'hui, ces règles démocratiques sont celles-là, nos institutions sont celles-là. Je me présente dans le cadre de ces institutions, je respecterai le scrutin, quel qu'il soit. Il y a une chose. En revanche, il y a une chose qui m'interroge et que j'ai déjà dit, c'est que je regrette profondément qu'il n'y ait pas de débat entre les candidats à l'élection présidentielle et que le candidat Macron, lui, par exemple, a refusé tout débat entre nous. Ce candidat Macron, qui aujourd'hui va recevoir le soutien d'un paradis fiscal, je le dis à vos auditeurs, il va être soutenu par le Premier ministre du Luxembourg, qui est un paradis fiscal reconnu au sein de l'Union européenne. Alors il est soutenu par les paradis fiscaux, mon ami c'est la finance, comme on dit, celui d'avant c'était mon ennemi c'est la finance, aujourd'hui on est passé à un président qui dit mon ami c'est la finance, et il fricote avec les paradis fiscaux, et on n'a pas le droit d'en débattre entre nous. On n'en débattrait pas entre nous. J'aurais tellement aimé débattre avec le président de la République des paradis fiscaux, de toutes nos richesses qui s'en vont à la frontière de la France, là, au sein de l'Union européenne. Ça va laisser des traces. Ça, c'est le sujet. Ça, j'aurais bien aimé en débattre devant les Français, avec lui. Ça va laisser des traces, ce non-débat que vous évoquez, que vous regrettez? Oui, ça va laisser des traces parce qu'on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle sans débat. On ne peut pas être demain président sans avoir été candidat même. Et c'est ce que je vois, ce que je ressens. Alors, on pourra toujours dire, certains diront, il n'est pas légitime, il n'a pas fait ci, mais si c'est lui ou un autre. Il y a tellement... Enfin, on a vécu la pandémie, on a eu une campagne sous Pfizer, après on l'a sous morphine. Non, mais vous n'allez pas dans le procès d'illégitimité. Vous n'allez pas dans cette voie-là. D'abord, vous hésitez. Je vais vous dire... non, mais parce que je veux pas être dans un procès d'illégitimité comme celui qui n'accepte pas des résultats et qui est mauvais perdant, quoi. Je serai toujours combatif. Toujours. Moi, je me présente aujourd'hui au suffrage des électeurs et je leur dis que je suis là aujourd'hui, je serai là demain, je ne lâcherai jamais rien. Il y a des élections législatives qui vont avoir lieu 6 semaines après. Elles sont aussi importantes et déterminantes. On va pouvoir là aussi voter dans chaque circonscription pour celui ou celle le mieux en capacité de l'emporter à gauche. Et je souhaite cette majorité de gauche avec tous ses représentants en capacité de l'emporter face à la droite et à l'extrême droite, qu'ils soient communistes, insoumis, socialistes, écologistes. Voilà là cette possibilité que nous aurons de pouvoir construire une majorité. Fabien Roussel, vous êtes l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h. On marque une très courte pause et nous revenons dans un instant. Fabien Roussel est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h ce matin. Fabien Roussel, vous avez exprimé votre grande détermination ce matin depuis 8h13 à 5 jours du premier tour. Vous avez dit tout à l'heure, la guerre arrive dans notre porte-monnaie et c'est vrai que ça se vérifie désormais dans les magasins. Qu'est-ce que vous diriez ce matin aux chefs d'entreprise, notamment de petites entreprises, qui en ce moment sont confrontés à une situation très périlleuse? On entendait ce matin un producteur d'œufs qui disait « Moi, la nourriture que je donne à mes animaux, le prix s'envole. Il y a le plastique, il y a le carton, il y a l'énergie, c'est l'inflation. » Et de l'autre côté, ce même patron, il a ses salariés qui viennent à son bureau réclamer des hausses de salaire parce qu'ils disent « Bah oui patron, mais la vie elle est de plus en plus chère. » Qu'est-ce que vous répondez à ce chef d'entreprise ce matin, Fabien Roussel? Mais d'abord, les deux ont raison. Le chef d'entreprise comme les salariés. Et faut pas les opposer. Ils ont raison tous les deux. Le prix des œufs augmente de 50% à cause de toutes ces matières premières qui, elles aussi, augmentent. Et les salariés, de leur côté, réclament de pouvoir vivre dignement de leur salaire. Le SMIC reste encore à 1 280 € net par mois. Excusez-moi, mais aujourd'hui, vu l'inflation des factures, ça ne permet pas de vivre. Et quand on gagne 1300, et quand on gagne dans les semaines qui viennent, quand on gagne 200, 300 € au-dessus. Hier, j'ai rencontré au porte-à-porte un couple qui vit avec plus de 1 500 € net par mois. Il n'y arrive pas avec 2 gamins. Bien. Alors, les deux ont raison. Je suis pour que, justement, on agisse fortement sur les factures énergétiques, pour aider notamment ces chefs d'entreprise. J'en ai rencontré plein qui m'interpellent en tant que député, mais d'autres en France, et qui me le disent. Des PME, des TPE, des industriels, qui voient leur facture de gaz, d'électricité multipliée par 5, par 10. Mais il faut les aider, les accompagner tout de suite. Vous avez vu que dans cette nuit la plus froide que nous avons vécue ce mois d'avril, les prix du gaz sont montés à 3 000
euros le mégawattheure. Parce qu'il y a de la... Ça, c'est le prix de l'électricité, ouais. Le prix de l'électricité, ce sont les ventes spot. C'est la spéculation. C'est la spéculation sur le marché de l'électricité, alors que c'est un besoin fondamental. Donc je souhaite que l'on reprenne en main cette production énergétique et cette tarification de l'énergie pour aider tout de suite nos entreprises. Je fais une proposition aux chefs d'entreprise. Et je l'ai dit au MEDEF, je l'ai dit aux agriculteurs que j'ai rencontrés à la FNSEA. Je propose des prêts bonifiés. Les prêts bonifiés, c'est que quand vous empruntez 100, vous remboursez 80. Ça veut dire que c'est un prêt avec lequel on gagne de l'argent à taux négatif. La Banque Centrale Européenne l'a fait au marché financier. C'est possible. Eh bien, moi, je propose de le faire en tant qu'État pour nos entreprises et notamment celles qui voient ces prix augmenter. C'est une manière directe, nette, de les aider en agissant sur le prix des factures et en agissant, en leur permettant d'avoir de l'argent pour répondre à ces besoins et à cette inflation des prix. Et sur les engrais, les intrants pour nos agriculteurs, c'est pareil, c'est la matière première, c'est aussi la question énergétique, c'est celle du gaz. Demain, on se prive du gaz russe, je peux vous dire, vous allez voir les prix des matières premières et des intrants. Vous êtes hostile à l'idée d'un embargo sur les hydrocarbures russes, et notamment le gaz ? Mais bien sûr, parce que les conséquences économiques seront énormes. Et puis ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire faire rentrer le GNL, le gaz de schiste américain. Le GIEC vient de nous dire qu'il faut tout faire pour sauver la planète. Vous préférez le gaz de la honte russe plutôt que le GNL américain ? Le gaz de schiste américain, c'est de la fracturation hydraulique avec des produits qui abîment la planète. C'est interdit en France. Alors, je ne veux, moi, ni l'un ni l'autre. Je souhaite notre indépendance énergétique et du nucléaire et du renouvelable. Elle comprend aussi cette indépendance, l'indépendance alimentaire. Il faut en parler, Fabien Roussel, avec le spectre d'une crise alimentaire mondiale. Les solutions de remplacement du blé russe ou ukrainien, là, sont rares. La Russie, précisons-le, est une puissance céréalière. Le blé est une arme aujourd'hui. Est-ce que l'Europe a été, selon vous, trop naïve en mettant trop de contraintes, comme par exemple le plan Farm to Fork, de la ferme à la fourchette ? Je rappelle qu'il s'agit de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Il y a aujourd'hui, d'abord je reviens sur cette crise en Ukraine, il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de tonnes de blé, de maïs, de céréales coincées en Ukraine, coincées en Russie, vouées à l'exportation. Et avec cette guerre, y compris dans cette mer qui est bloquée par la guerre, des dizaines de millions de tonnes de céréales ne peuvent pas quitter ces pays alors qu'ils sont voués à l'exportation. Ils ne vont pas au pays du pourtour méditerranéen, d'Afrique. Des pays d'Afrique, du nord de l'Afrique, du Moyen-Orient, risquent la famine. C'est extrêmement grave parce que non seulement je parle de la guerre dans le porte-monnaie des Français, mais cela peut provoquer des émeutes et de la famine. J'ai appelé, je demande à ce que dans les négociations qui ont lieu en ce moment, quand on négocie des corridors humanitaires pour les gens, je demande à ce que l'on négocie aussi des corridors alimentaires, que l'on puisse évacuer ces dizaines de millions de tonnes de blé et de céréales. Le blé est une arme pour la Russie. Mais vous vous rendez évidemment, compte, ils ont compris que faire pression avec cette arme-là est aussi, efficace, mais cruel que de le faire avec le gaz. C'est une arme parce que c'est bloqué, mais il faut pouvoir négocier l'évacuation de ces denrées alimentaires. Mais le blé est en train de pousser en ce moment. Et donc, on parle des récoltes dans plusieurs mois. Et le problème qui se pose, là aussi, c'est la spéculation à la bourse de Chicago, qui est la bourse sur les matières premières, et où le blé, il va être vendu, la masse de blé dans le monde va être vendue et revendue 50 fois. 50 fois entre des négociants, des spéculateurs qui profitent de la guerre. La bourse, là, elle monte au son du canon. Comment on peut imaginer ça dans ce monde aujourd'hui ? Nous pourrions décider, l'Europe et les États-Unis, Joe Biden, si c'est un allié, pourrait décider que l'on bloque toutes les cotations. On bloque les cotations, ça s'est fait d'ailleurs sur une matière première, je ne sais plus si c'est l'uranium ou mais ça s'est fait, ils l'ont bloqué. Eh bien, bloquons les cotations sur les céréales pour protéger l'alimentation mondiale. Voilà une initiative forte et économique que nous pourrions faire, indépendante des Russes. Alors, je me permets de vous poser une question que j'ai posée à Xavier Bertrand il y a quelques jours, mais elle fait écho à votre propos. Vous êtes le candidat des jours heureux. À tout le moins, c'est ce que vous promettez, c'est ce que vous espérez. Mais les termes qu'on utilise pour parler des jours à venir, des semaines à venir, des mois à venir, des années à venir, rationnement, pénurie,
famine, vous l'avez utilisé, économie de guerre. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on entre dans un monde où les jours heureux seront plutôt rares et nous entrons dans un monde infiniment plus tragique qu'on ne l'espérait? Eh bien, je vais tout simplement faire référence au Conseil national de la résistance, parce que pendant la guerre, pendant que nous étions occupés et que nous combattions l'occupant nazi, pendant cette guerre, en même temps, il y a eu des résistants, des gaullistes, des communistes, et d'autres qui se sont mis autour d'une table. Ils étaient 16 et ils ont écrit le programme des jours heureux. Ils ont imaginé la France dans laquelle ils voulaient vivre, faite de justice sociale et de progrès social, en pleine guerre. Eh bien, je ne vais pas faire de parallèle aujourd'hui. Nous ne sommes pas occupés par une armée nazie, donc je ne ferai surtout pas ce parallèle. Mais je dis juste que quand nous sommes en période difficile, où on demande beaucoup de contraintes et d'efforts aux Français, je dis à un moment donné, les efforts et les contraintes, on les a faites. Les efforts, nous les avons faits. Nous voulons pouvoir construire notre avenir et nous voulons des jours heureux. Ce qui a été possible à cette époque-là est possible aujourd'hui par toutes les mesures que j'ai développées. Fabien Roussel, on arrive presque, il reste encore quelques jours, évidemment, elles sont essentielles à la fin de cette campagne avant le premier tour. Qu'auriez-vous fait différemment si vous aviez les moyens de revenir en arrière? Est-ce qu'il y a une chose que vous auriez changé dans votre campagne? Est-ce qu'il y a eu des ambiguïtés, des incertitudes, ou alors tout a été, vous auriez fait exactement la même chose? Je vous vois réfléchir. Je réfléchis parce que j'ai toujours mené campagne avec toute l'équipe en se disant on ne doit rien regretter. N'ayons aucun regret. Mettons tout de notre côté avec bienveillance, avec envie, avec bonne humeur. J'ai aussi voulu mener une campagne heureuse malgré toutes les difficultés, cette guerre qui est arrivée, cette pandémie qui a pesé, parce que je pense que quand on va avec les gens en ayant soi-même envie, avec le visage souriant, et même avec le masque, où ça se voit à travers les yeux, ça change la donne. Et donc, c'est la première campagne que je mène. Je peux pas vous dire ce que j'aurais dû faire, mieux faire. J'en ferai le bilan après. Le slogan pourrait être l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, c'est important. Je l'ai dit, mais je l'ai dit comme ça, parce que si soi-même on n'a pas envie, si soi-même on est tristus, on va pas convaincre les gens. La déprime nourrit la déprime. Moi, je veux que l'espoir nourrisse l'espoir. C'est le fond de ma campagne. Merci beaucoup. Fabien Roussel. Merci Fabien Roussel, merci Mathieu, merci Sonia, merci à tous les trois.